mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce petit voyage dans le monde spatial auquel j'aimerais vous emporter dans les 45 minutes qui vont suivre. Les slides sont en anglais, par contre, je sauterai un petit peu de l'allemand au français, comme cela m'a été demandé. Und somit werde ich auch gleich mal auf Deutsch weitermachen. Es ist mir eine große Ehre, an diesem 125. Jubiläum der Alumni und Freunde der Universität Freiburg dabei zu sein. Und ich muss sagen, es war schon ein bisschen emotional, wo ich vorhin den Saal gesucht hatte. Aber das Sandsteingebäude, das nicht weit weg von hier ist, war ja auch der Ort, wo ich einige Vorlesungen genießen durfte. Aber in den kommenden paar Minuten möchte ich Sie in die Welt der Raketen eintauchen lassen, Made in Europe. Aber zuerst einmal der Rahmen. So. Der Rahmen, die Europäische Weltraumorganisation ESA, ist eine internationale Organisation, die sich primär um Forschung und Entwicklung kümmert. Ihre Präsidentin hat es eben gesagt, 1975 gegründet, danke, mit 10 Gründungsstaaten, zu denen auch die Schweiz gehört hat. Wie es der Artikel 2 unserer Konvention sagt, setzen wir uns ausschließlich für friedliche Zwecke ein. Aber die Gründungsväter der ESA-Konvention waren durchaus weitsichtig und haben früh schon erkannt, dass man über Forschung und Entwicklung auch gleich die Anwendungen mit berücksichtigen muss. Und das ist auch gleich in diesem Artikel 2 der Konvention festgehalten. In der Zwischenzeit sind wir etwas gewachsen. Wir zählen heute 22 Mitgliedstaaten, davon die größten Beitragszahler der Europäischen Union, UK mit eingerechnet natürlich. Zusätzlich haben wir in unseren Rängen Norwegen und die Schweiz. Und diese Heterogenität ist eine Stärke. Auf dieser bauen wir auf. Zudem hat die ESA Kooperationsabkommen mit 7 weiteren EU-Staaten, wie auch mit Kanada. Das zu den Beziehungen zu den Mitgliedstaaten. Mindestens so wichtig sind die Beziehungen zu den anderen Agenturen weltweit, sei das NASA in den USA, Roskosmos in Russland, CNSA in China, JAXA in Japan. Man kann sagen, ESA ist vernetzt mit allen Agenturen, die weltweit sich mit Weltraumtätigkeiten befassen. Und wir sind natürlich auch ganz eng verbunden mit der Industrie, mit der europäischen Industrie zuerst, wie auch mit unseren Wissenschaftlern. Man kann durchaus sagen, dass wir eine weltweit agierende Weltraumorganisation sind. Ich habe Ihnen hier ein paar Fakten zusammengeschrieben, bevor wir uns dann stärker auf die Trägerraketen konzentrieren. Wenn ich schreibe, über 50 Jahre Erfahrung, wird sich der eine oder andere sagen, 75 bis 2016 ist ein bisschen weniger als 50. Das hat damit zu tun, dass die ESA entstanden ist aus 2 Vorgängerorganisationen. Die eine hat sich um Trägerraketen gekümmert, die ELDO, und die andere um Wissenschaft, ESRO, und daraus ist dann 1975 die ESA entstanden. Ganz interessant ist festzuhalten, dass die erste europäische intergouvernementale Konferenz zu Weltraumtätigkeiten in Europa in der Schweiz stattfand, und zwar im März 1960. Man kann also durchaus sagen, dass die Wurzeln von Weltraum-Europa in der Schweiz mindestens mit ihren Ursprung haben. Des Weiteren gilt es heute festzuhalten, wir haben heute 8 Standorte. Zusätzlich haben wir unseren Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana, auf den werde ich noch später ein bisschen eingehen. Wir haben natürlich auch 2200 Mitarbeiter, die in ihrer täglichen Arbeit von den nationalen Agenturen, im Besonderen von Deutschland, Frankreich und Italien, unterstützt werden. Ich habe heute in meinen Teams ESA-Mitarbeiter, die für mich arbeiten, die integriert mit der französischen Raumfahrtbehörde am Projekt Ariane arbeiten. Und es ist ein schönes Beispiel, wie Europa funktionieren kann, wenn man ein klares Ziel hat und ein klares Projekt. Unser Projekt heißt Ariane 6, Sie haben es genannt, Frau Präsidentin. Die ESA hat aber nebst der Tatsache, dass sie 6 Trägerraketen bis heute entwickelt hat, 2 weitere sind in Entwicklung, hat sie auch 80 Satelliten getestet und betrieben.
Und wir zählen in unserem europäischen ESA-Astronautenkorps 28 Mitglieder, die zum Teil auch schon in Rente sind heute. Zu ihnen gehört auch unser ausgewiesener Landsmann Claude Nicollier. Heute haben wir in der ESA 3 große programmatische Bereiche. Zum einen haben wir die Wissenschaft, die auch die Exploration beinhaltet, sei das robotisch wie auch bemannt. Sie beinhaltet den nützlichen Teil, wenn ich so sagen darf, mit den Anwendungen im Bereich Erdbeobachtung, im Bereich Telekommunikation, im Bereich Navigation, der übrigens auch 50% unseres Budgets von diesem Jahr ausmacht. Sie haben auf dem vorherigen Slide gesehen, das sind dieses Jahr 5,2 Milliarden Euros und 50% fließen in diesen Programmbereich, während die Wissenschaft und die Exploration rund 1 Milliarde Euro Jahresbudget hat, wie auch der Sektor, der unter meiner Verantwortung ist, der ganze Transportbereich. Ich habe dieses Jahr ein Budget von 1 Milliarde und 52 Millionen Euro. Und da jeder Euro zählt, möchte ich das auch genau festhalten. Zudem haben wir Unterstützung von horizontaler Natur, damit meine ich die Technologieentwicklung, die den Rest des Jahresbudgets ausmachen, zusammen mit den Operationen. Mit Operationen meine ich den Betrieb der Satelliten und dann den ganzen Bereich, den ich unter Administration hier zusammengefasst habe. Das sind Finanzen, Beschaffungen, Rechtsangelegenheiten, HR und so weiter. Mais maintenant, notre porte d'accès. Notre accès indépendant à l'espace, et là je passe au français parce que beaucoup de termes sont utilisés en français et en anglais. La délégation allemande s'exprime en allemand, mais les termes techniques sont beaucoup plus utilisés en français, pour des raisons historiques bien évidemment, vu qu'à la source d'Ariane il y a la France en premier lieu, mais aussi l'anglais de plus en plus. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par accès indépendant à l'espace? Et je pense que c'est un élément important pour bien comprendre la raison de l'ambition européenne dans ce domaine. C'est, si on parle de l'accès indépendant à l'espace, on entend la capacité de lancer et d'insérer un satellite ou une sonde en orbite quand vous en avez besoin, et cela sans l'influence d'une quelconque action étrangère. Donc, vous voyez immédiatement, il y a une dimension de souveraineté, et si je parle de dimension de souveraineté, cela est évidemment capital quand vous parlez de l'utilisation de l'espace, que ce soit pour développer de nouveaux marchés, etc. Vous voyez bien que là, les gens, il y a des intérêts nationaux, des intérêts continentaux, mais des intérêts économiques très importants. C'est la raison pour laquelle la notion d'indépendance est particulièrement importante. Mais il y a aussi une valeur socio-économique, parce que l'activité du transport spatial en elle-même génère d'abord des places de travail hautement qualifiées, mais elle génère aussi un chiffre d'affaires. Je vous donnerai un seul chiffre. Je vous ai parlé de mon budget de développement. Mon budget de développement annuel, mais ça c'est pour la préparation du futur, c'est les programmes de développement, c'est la surveillance de l'exploitation. Mais Ariane 5, à elle seule, sur le marché commercial, génère un chiffre d'affaires dans l'industrie spatiale d'1 milliard d'euros. Juste pour donner un ordre de grandeur. Donc, vous imaginez bien, il y a des intérêts importants derrière. Alors, très rapidement, parce que ça c'est un peu sec, je préfère passer aux images ensuite, mais la responsabilité décrite qu'ont mes collègues et moi-même dans le domaine du transport spatial. Donc, je l'ai dit, c'est c'est les approvisionnements des développements. 2, c'est la surveillance de l'exploitation que nous avons outsourcé et confié à Arianespace, qui est l'opérateur commercial, mais aussi la préparation de l'avenir. C'est un élément absolument central, les technologies habilitantes pour l'avenir. Il ne faut pas se leurrer, le succès de SpaceX aujourd'hui, il est lié à des investissements de la NASA dans les années 90. Cela est absolument central. Ensuite, je vais essayer de le rapprocher un tout petit peu. Voilà. À la limite des câbles. Mais nous ne faisons cela pas seuls, bien évidemment. Nous faisons ça jour après jour en interaction permanente avec l'industrie, avec les agences nationales. J'ai mentionné le CNES tout à l'heure, mais aussi le DLR en Allemagne, il y a l'Asie en Italie.
il y a les autres délégations autour de la table du Conseil qui nous aident jour après jour, y compris la délégation suisse, vu que vous avez un Swiss Space Office, vous l'avez mentionné, Madame la Présidente, au sein du secrétariat d'État à l'éducation, la recherche et l'innovation à Berne. Et les collaborateurs là-bas défendent les intérêts nationaux, donc helvétiques, autour de la table de l'ESA, durant laquelle nous avons des grands projets, des décisions importantes à prendre, et où il faut d'un côté défendre les intérêts nationaux et en même temps être prêt au compromis pour trouver une solution d'ensemble. Et finalement, nous avons Arianespace, l'opérateur de nos deux lanceurs aujourd'hui que nous avons développés en Europe, Ariane 5, j'y viendrai, et Vega, et en plus, Soyuz depuis le CSG, qui est un lanceur russe, mais que nous utilisons aussi au départ du centre spatial en Guyane, et je vous parlerai des avantages et des raisons dans quelques minutes. Cela dit, la Suisse est très présente industriellement. Vous avez la compagnie RUAG qui fait les coiffes, c'est-à-dire la partie supérieure qui englobe le satellite, je vous la montrerai sur un slide. Vous avez la compagnie romande APCO, qui se situe à Aigle, pas très loin d'ici. Vous avez ici, sur terre fribourgeoise, Megit, qui travaille sur des senseurs, qui sont surtout utilisés dans le domaine de l'aviation commerciale, mais aussi sur Ariane 5. Mais vous avez d'autres compagnies, Franke en Argovie, Precicast ou Tessin. Donc vous voyez, l'industrie suisse est très bien représentée à bord de nos lanceurs. Alors nos lanceurs maintenant. D'abord le camion, notre cheval de bataille, si vous me permettez l'expression. Ariane 5, ici sur votre gauche, c'est notre lanceur lourd. C'est le lanceur qui couvre tous les spectres, l'orbite basse, les orbites moyennes et les orbites de ce qu'on appelle de transfert géostationnaire. À titre d'exemple, ça représente 51 mètres de hauteur, ça représente un point au décollage de 780 tonnes. Pour délivrer performance maximale en orbite géostationnaire, on vient de battre le record lors d'un lancement récent de 10 tonnes 737 kg. Donc je vous mets juste, je vous compare, 780 tonnes masse au décollage pour une performance de 10 tonnes 5 en orbite de transfert géostationnaire ou 20 tonnes en orbite basse. Donc voilà le spectre sur lequel nous travaillons. La poussée au décollage est de 1500 tonnes et après 2 minutes après son décollage, la vitesse est de 7000 km/h et en fin de mission, dans la phase finale, nous sommes de l'ordre de 30 000 km/h. Donc vous voyez, c'est relativement rapide. Et la puissance de la turbopompe du moteur Vulcain, le moteur Vulcain est, vous voyez ici, 3 systèmes de premier étage. Vous avez les deux propulseurs solides d'appoint. Et au milieu, vous avez un moteur cryogénique qui s'appelle Vulcain. Cette turbopompe, là, à l'instant de la photo, a une puissance qui correspond à 2 TGV. Plein. Pas vide, plein. Donc vous voyez, c'est un déploiement de puissance assez important au moment du décollage. Mais nous avons aussi, vu que j'ai parlé du camion, la petite camionnette ou la petite sœur, qui est Vega, c'est le lanceur qui est au milieu sur cette image. C'est un lanceur récent. Nous avons eu notre premier vol en 2012. Nous avons eu 7 succès d'affilée, je touche du bois. C'est un facteur de reliability, donc de fiabilité, et c'est un facteur qui est extrêmement important. Bien évidemment, il y a le facteur coût pour le client. C'est clair, le coût, c'est toujours la question numéro 1. Mais la question numéro 2, c'est la question de la fiabilité du lanceur. Et là, je pense qu'on peut être fier de ce que nous avons atteint en Europe. Et nous avons, à droite de l'image, Soyuz depuis le CSG. Alors pourquoi le CSG? Bon, d'abord une image, parce que vous avez eu assez de texte jusqu'à présent, donc que vous ayez une idée. Vous avez au premier plan ici le Patir Vega, et d'ailleurs vous voyez le lanceur qui est prêt, il y a des opérations qui sont menées, ça c'est une photo qui est prise quelques jours avant le décollage, donc c'est en pleine campagne de préparation. Et vous avez au deuxième plan, en arrière-plan, donc sur votre gauche, sur votre image en haut à gauche, le Patir Ariane 5. Alors pourquoi la Guyane? Pourquoi les Européens vont aller se mettre en Amérique du Sud pour lancer leur fusée? La question est légitime. La réponse est relativement simple. Plus vous êtes proche de l'équateur, plus vous bénéficiez de la rotation terrestre.
Nous sommes en Guyane française à 5 degrés latitude nord, donc nous sommes très près de l'équateur. Cela signifie que nous pouvons bénéficier quasiment pleinement de la rotation terrestre. Pour vous donner des éléments, parce que vous voyez, vous avez vu les rapports poids du lanceur versus performance en termes de masse de satellite. Si vous tirez depuis la Guyane, par rapport au Kennedy Space Center, qui se situe en Floride, qui est un des pas de tir de la NASA, vous lancez 25% de masse supplémentaire. Si vous poussez le raisonnement, vous allez à Baïkonour, au Kazakhstan, c'est un des pas de tir utilisés par les Russes, même si c'est au Kazakhstan, vous tirez 35%, vous avez 35% de performance en plus. Donc je veux dire, à conditions égales, il y a une telle différence qui est uniquement liée par l'endroit géographique depuis lequel vous tirez votre satellite ou votre sonde. La deuxième raison qui justifie d'aller en Guyane française, c'est que c'est une zone qui n'est pas sismique du tout. Et la troisième raison, c'est que vous n'êtes pas dans une zone d'ouragan, c'est-à-dire, en fait, vous êtes au sud des ouragans, et donc c'est relativement stable. Le seul risque que nous avons deux paramètres sur lesquels nous devons faire attention en termes de météo. Un, c'est les éclairs, c'est-à-dire s'il y a des orages, et il y en a beaucoup dans la région, ça c'est vrai, au moment du décollage, mais ça c'est quelque chose qui peut changer d'une minute à l'autre. Et le deuxième élément, ce sont les vents d'altitude. Et les vents d'altitude ne sont pas un risque pour le lanceur. De toute façon, la performance est telle que les vents ne sont pas déterminants, mais les vents d'altitude sont importants à considérer au cas où nous aurions un problème. Parce que si nous devons, pour des raisons de difficulté, passer dans un mode de destruction automatique, vous devez toujours calculer où retombent les pièces, et évidemment, on ne souhaite pas le faire au-dessus de zones habitées. Donc voilà, ce sont trois bonnes raisons, comme je les ai énoncées, pour aller en Guyane française. Et donc, nous nous situons au milieu de la jungle. Je peux vous dire que c'est assez particulier parce que vous êtes immergé dans un environnement où il y a beaucoup de faune et de flore. Vous entendez les singes, les oiseaux le matin. Et après, vous allez dans des salles blanches, ici, comme cette image du milieu, où sont intégrées les charges utiles, où les personnes ont des combinaisons, il n'y a pas un cheveu qui peut rentrer. Enfin, vous voyez, c'est vraiment la nature qui touche la haute technologie. Le deuxième élément important et très utile, c'est que nous pouvons faire des essais. Nous avons des bancs d'essais. Vous avez ici à droite un banc d'essai où nous avons fait une simulation d'un tir d'un propulseur solide où on a utilisé un nouveau mélange de propergol à base d'aluminium. Alors on avait un fournisseur qui était au Royaume-Uni, après on a eu un fournisseur qu'on a pu développer en Allemagne. Alors avant de lui donner le feu vert sur le lanceur, on a quand même dit on va quand même faire un test de la qualité de ton alu. Et voilà, c'est ce qui a été fait sur le test ARTA 10, là, sur l'image à droite, il y a quelques semaines. Et finalement, ce que je tenais à partager, je dois vous dire, c'est assez émotionnel quand vous êtes dans une campagne de lancement, parce que vous avez plus de 1000 personnes qui travaillent sur cette base. C'est le calme total les quelques heures avant un lancement. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Et d'habitude, je vais toujours visiter les postes centraux avant un lancement. Et là, je le dis avec la couleur de mon passeport que j'oublie quand j'exerce ma fonction, mais ici à Fribourg, je peux tout à fait le dire. Quand vous arrivez au poste de commandement d'Ariane 5, vous avez des palmiers et vous avez le drapeau suisse là au milieu de la jungle. Vous êtes prêt à votre lancement et vous avez les palmiers autour et le drapeau. C'est un moment où vous dites, OK, la Suisse est partie intégrante de cette famille des lanceurs européens. Et on ne peut que féliciter les personnes qui ont décidé, il y a bien longtemps, de cette dimension, et je souhaite qu'elle continue. Bon, rapidement, juste pour vous expliquer, parce que je vous ai parlé d'orbite basse et d'orbite de transfert géostationnaire, sans vouloir aller dans les détails. Ce que je veux dire, c'est que les trois lanceurs dont je vous ai parlé, on peut les utiliser pour les orbites basses. Orbites basses, on entend entre 200 km et 800 km hors de grandeur. Nous avons les orbites, ça c'est surtout utilisé pour des satellites d'observation de la Terre, ou bien la Station spatiale internationale qui est habitée au moment où on se parle, et dans ces orbites-là. Alors que les satellites de navigation, eux, sont à une altitude d'environ 23 000 km.
Alors, et comme vous le savez, une orbite géostationnaire est à 36 000 km d'altitude, pour laquelle nous avons besoin de notre lanceur lourd Ariane 5. Très rapidement, la situation du marché commercial. Parce que parler de marché commercial dans le domaine des lanceurs, il faut quand même préciser un tout petit peu. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme il y a une telle notion de souveraineté, c'est que les marchés sont d'abord captifs. C'est-à-dire 2/3 des lancements faits au niveau global, l'intégralité de notre petite boule bleue, qu'on appelle planète Terre, sont un marché captif. C'est-à-dire le gouvernement américain lance avec un lanceur américain, le gouvernement chinois lance avec un lanceur chinois. Alors que 1/3 de tous les lancements sont accessibles à notre opérateur et donc aussi à Ariane 5 et à Vega. Cela comprend les lancements institutionnels européens, parce que nous n'avons pas cette notion de captivité du marché. C'est un point qui est débattu, et je pense que l'Europe va travailler sur cette notion, elle devra adapter sa position. Et cela comprend tous les satellites d'opérateurs, par exemple, de télévision. Quand vous regardez, par exemple, Roger Federer qui joue en Australie, à l'Australia Open, et vous regardez ça au travers d'une retransmission par Eutelsat, ben voilà, Eutelsat a des satellites positionnés et il a fallu les lancer, et souvent ils utilisent Ariane 5. Mais ce marché accessible est sous pression, il est sous une pression énorme, et là, dans la partie gauche, vous voyez l'année 2013. Alors pour ceux qui sont peut-être un peu plus loin, très simplement, ce qui est en vert, ce sont le nombre de lancements qui ont été faits par Arianespace en 2013, il y a 3 ans. En bleu foncé, vous avez ce qui a été lancé par SpaceX, la compagnie d'Elon Musk. Vous avez à droite le même pie chart en 2015, c'est-à-dire il y a une année. Encore en vert Arianespace et en bleu foncé SpaceX, vous voyez la dynamique que nous vivons dans ce domaine. La conséquence, c'est que nous devons évidemment adapter notre stratégie, être de plus en plus innovatif, réduire les coûts et travailler encore une fois sur cette notion de marché européen sur laquelle nous allons encore débattre beaucoup dans les mois à venir. À l'horizon de 2020, et c'est pas loin, c'est dans 4 ans, nous aurons l'arrivée de plus de 5 systèmes de lancement supplémentaires, au minimum. Et je pense qu'il y en aura plus. Mais je dis 5 pour être défensif. Mais parmi eux, il y aura Ariane 6. Et ça, c'est la réponse européenne que nous avons trouvée et dont les ministres ont décidé en 2014, lors d'une conférence ministérielle à Luxembourg. Et ils ont dit, la réponse de l'Europe, c'est Ariane 6. Et Ariane 6, c'est, j'ai mis Design for Competitiveness, parce que c'est écrit noir sur blanc. Pour parler clair, c'est Design to Cost. On a dit, on prend Ariane 5, on prend la même perfo, on divise les coûts par 2. Alors on y travaille. Je peux vous dire, c'est un travail intense qui demande un effort majeur de tous les acteurs, mais c'est simple. Soit on y arrive, soit on est hors du marché. Donc on travaille là-dessus. Et le deuxième élément, c'est qu'on travaille sur la modularité. Donc on a 2 versions d'Ariane 6. On a une Ariane 6 avec 2 boosters d'appoint et une Ariane 6 avec 4 boosters d'appoint. Ça veut simplement dire vous adaptez votre lanceur à la charge utile que vous devez transporter. Mais nous développons aussi la petite sœur d'Ariane, qui est Vega, et nous l'avons nommée Vega C. Vega C, elle, a une approche un peu différente, parce que là, il s'agit surtout d'avoir un design en termes de flexibilité, ce qui est mentionné ici sous le terme de Mission Capability. Et là, il s'agit de travailler sur un spectre beaucoup plus large, parce qu'aujourd'hui, nous avons des sujets qui émergent. Il faut pouvoir passer d'une orbite à l'autre. Il y a des discussions aussi sur le servicing des satellites, c'est-à-dire la maintenance. Est-ce que vous pouvez aller changer quelque chose sur un satellite qui a un problème? Pas chaque fois en relancer un, développer un nouveau et le relancer. Il y a aussi la notion des débris, comment récupérer un certain nombre de débris. Donc, Vega C doit travailler sur ce spectre. Et le point commun qui nous permettra d'atteindre les objectifs de réduction de coûts, c'est d'un côté
c'est d'un côté l'optimisation en production, production simplifiée, une production qui fait appel à de nouvelles technologies, mais aussi aux commonalités. Et ça, c'est très important, parce que Ariane 6 et Vega C ont le même booster. C'est ce que vous voyez là au milieu. C'est le même propulseur à propergol solide. Donc les commonalités sont un facteur déterminant de réduction de coûts. Comme nous voulons lancer 11 Ariane 6 par année, donc 6 Ariane 62 qui utilisent 2 boosters, 5 Ariane 64 qui utilisent 4 boosters, avec une cadence 3 de Vega C, on produit quand même 35 boosters, on réduit passablement les coûts de production. Alors voilà à quoi ressemblera notre nouvelle famille des lanceurs à l'horizon 2020. Ça va aussi faire disparaître Soyouz depuis la Guyane. C'est un enjeu aussi important dans les relations entre la Russie et le continent européen pour la partie qui englobe l'Union européenne, la Norvège et la Suisse. Parce qu'en fait, nous nous séparons de Soyouz en Guyane pour être totalement autonomes en couvrant tout le spectre des missions que nous avons. Alors Ariane 6 est un peu plus grand qu'Ariane 5, vu qu'elle fait 62 mètres de hauteur. Le diamètre de la coiffe est resté le même. Ça, c'est un joli succès de négociation de la Suisse, parce que ça permet d'optimiser les contributions industrielles de la Suisse et ça répond surtout aux besoins des missions que nous avons identifiées. Et je vous ai parlé des 2 versions Ariane suisses que nous aurons. Donc la version Ariane 62 sera plus légère qu'Ariane 5, fera 530 tonnes, alors que Ariane 64 sera un petit peu plus lourd. Et maintenant, la complexité. Mais c'est aussi une opportunité, parce que ça, c'est la manière dont l'Europe fonctionne. Je pense que Elon Musk, il doit sourire quand il voit cette planche. Parce que lui, vous rentrez en Californie dans son usine, vous prenez une glace tout d'abord, c'est assez particulier. Chez nous, on met des habits, puis on fait attention à la propreté. Chez lui, vous pouvez prendre une glace, vous pouvez marcher dans les couloirs. J'ai eu l'occasion de rencontrer la compagnie SpaceX. Et au bout de l'usine, vous sortez et puis ils mettent les lanceurs sur des camions. Bon, c'est une manière de faire. Nous, en Europe, on a une organisation industrielle un petit peu différente. Elle a fonctionné depuis plusieurs décennies, mais je pense que nous sommes aussi challengés là-dessus. Mais c'est la manière européenne de fonctionner, et pour l'instant, ça a fonctionné. Et je vous ai parlé de la notion de fiabilité, je touche du bois évidemment, mais si tout se passe bien, nous allons battre un nouveau record la semaine prochaine, parce que nous devrons lancer encore une Ariane 5, et puis si ça marche, on aura lancé 75 Ariane 5 d'affilée avec succès. Donc je suis encore très prudent, mais si on réussit, on aura réussi un nouveau record, alors que SpaceX a une autre manière de fonctionner. Eux, ils ont eu plusieurs échecs, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Un échec peut aussi nous arriver, bien évidemment, mais actuellement, la fiabilité est plutôt de notre côté. Mais on ne fait pas seulement de reprendre l'héritage d'Ariane 5 et de Vega, je vous rassure, nous travaillons aussi beaucoup sur les technologies de production. Vous avez en haut à gauche une image de la halle de production en Suisse, à Emmen, où vous faites la coiffe, donc la pointe. Et donc, cette ambition européenne à réaliser un grand projet, elle est là, avec la Suisse à la pointe, dans tous les sens du terme, vu que la coiffe vient de la Suisse. Bon, elle ne vole pas longtemps, après 3 minutes, elle est éjectée. Mais jusqu'à présent, nous avons eu 100% de succès avec la coiffe de la Suisse. Mais nous avons aussi l'impression en 3D. D'ailleurs, à Blue Factory, j'ai vu qu'il y avait des petites compagnies qui se sont installées, qui travaillent dans le domaine spatial, pas dans le domaine des lanceurs, peut-être pas encore, mais qui travaillent aussi sur le 3D printing. Je pense que dans tout un domaine et secteur industriel aujourd'hui, c'est un sujet clé, que ce soit l'horlogerie, que ce soit les techniques médicales, mais évidemment aussi chez nous dans le domaine des lanceurs. Et les technologies du futur, j'ai appelé ça du labo au lanceur, c'est le changement du système de propulsion. L'avenir, c'est clairement la propulsion avec du LOX et du méthane.
Et si je parle de l'introduction du méthane au lieu du LH2, c'est simplement parce que là-dessus, vous pourrez travailler en termes de réutilisation. Vous allez pouvoir réutiliser les moteurs, et en plus, c'est plus favorable en termes d'environnement. Donc on travaille beaucoup là-dessus, et j'espère que les décisions que nous aurons devant nous, à la ministérielle de l'ESA, nous permettront de prendre des décisions importantes pour préparer l'Europe aux défis de demain, dans le domaine de la réutilisation, dans le domaine d'une utilisation plus écologique du spatial, et en plaçant l'Europe, encore une fois, en première ligne en termes de capacité technologique. Et ce que j'ai également mis ici, c'est que nous ne faisons pas juste des projets technologiques pour amuser les ingénieurs. Bon, ils sont ravis, puis ils travaillent plutôt bien, mais il faut de plus en plus introduire des requirements économiques. C'est-à-dire, dès le départ, nous ne faisons pas seulement des demandes. Quand on écrit un cahier des charges qu'on donne aux ingénieurs, on ne leur met pas seulement des critères d'étapes technologiques à franchir, mais on introduit tout de suite, dès le début, la notion économique. Et il faut qu'ils réfléchissent déjà dans les développements technologiques au mode de production que vous avez après. Et quand on aura vraiment fait ce pont intégralement, je pense qu'on pourra réduire encore davantage les coûts. Cela dit, nous faisons également autre chose, pas seulement des lanceurs qui vont dans une direction et qui délivrent une charge utile. Nous avons aussi des démonstrateurs dans la direction que j'ai le plaisir de diriger. Nous avons la capacité de rentrée atmosphérique. Vous avez ici, en haut à droite, une image de l'IXV. Bon, c'est un nom un peu particulier. C'est juste un démonstrateur qui est parti depuis la Guyane, qui a volé sur Vega, a traversé au-dessus de l'Afrique et s'est posé ensuite dans le Pacifique. On l'a récupéré. Vous avez ici l'image, comme il a été sorti, repêché par une grue d'un bateau sur le bateau. Et là, vous avez les bouées qui sont gonflées pour pas qu'il coule. Avec cela, on a pu avoir énormément de données en termes de capacité de rentrée atmosphérique. Et aujourd'hui, nous travaillons déjà sur les projets de demain, et il est évident que cela inclura aussi des capacités habitées. Maintenant, la question est, est-ce que l'Europe aura l'ambition d'aller dans cette direction ou non? Mais il faut que, lorsqu'il s'agira d'amener le dossier au niveau des ministres, qu'ils puissent prendre une décision que je qualifierais d'informée, c'est-à-dire qu'on ait toutes les informations à disposition pour en juger. Mais nous avons aussi la préparation de Vega, et je vous ai simplement mis ici un graphique où je vous démontre qu'en fait on va introduire le LOX méthane aussi sur Vega. Donc ce n'est pas seulement des projets technologiques en labo, mais évidemment avec une application claire sur un système de lancement. Donc il faut aussi prendre les besoins du système de lancement en considération. Donc vous voyez l'évolution. Vega a volé pour la première fois en 2012, mais on travaille en permanence sur son développement. Je vous ai parlé de l'introduction du propulseur solide conjoint à Vega et Ariane 6. Donc on est passé d'un propulseur de 80 tonnes à ce qu'on avait appelé il y a 2 ans encore un propulseur à 120 tonnes. Dans les faits, les adaptations qui ont été faites, c'est qu'aujourd'hui on fait 142 tonnes. Et ça va continuer. On va introduire après la propulsion pour le dernier étage avec du méthane, et ce qui nous permettra d'économiser un étage. Aujourd'hui, Vega a 4 étages, jusque la charge utile soit en orbite. Avec Vega E, on aura 3 étages, écologiquement plus intéressants, avec une modularité plus importante. Et ce qu'on atteint également, c'est qu'aujourd'hui, nous avons dans le lanceur Vega également des composantes ukrainiennes. Il y a des voix qui nous ont clairement fait comprendre qu'elles souhaiteraient que la dépendance d'un pays hors, que ce soit la Russie ou l'Ukraine ou autre, soit minimisée et qu'on ait des solutions intégralement européennes. Alors voilà, ça c'était pour vous introduire un petit peu dans le domaine des lanceurs. Und jetzt sage ich wieder ein paar Worte auf Deutsch, weil, was Sie sicherlich auch schon gelesen haben in der Presse, hat die Schweiz seit 2012 die ESA-Co-Präsidentschaft auf Ministerebene. Das heißt, die Schweiz hat 2-mal Ministerratstagungen geführt. 2012, da wurden Finanzentscheidungen getroffen von über 10 Milliarden Euro. Das war wirklich ein Erfolg, auch für die Schweizer Co-Präsidentschaft.
2014 hatten wir die entscheidende Lösung, um wie weiterzumachen zu Ariane 6. Das war in Luxemburg im Dezember 2014, Entscheidung in der Größenordnung von knapp 6 Milliarden Euro. Und jetzt geht die Co-Präsidentschaft, neigt ihrem Ende zu. Die kommende heißt Spanien und jetzt ist die Schweiz noch Gastgeberin. Die nächste und letzte Ministerratstagung, wo die Schweiz eine Co-Präsidentschaftsrolle hat, wird in Luzern sein. Ich habe Ihnen auch noch ein Bild vom KKL da reingetan, weil das KKL, ein wunderschöner Konzertsaal, wird umgebaut, wird für eine gewisse Zeit ein Ort, wo sich Minister austauschen können. Ich hoffe, dass Sie möglichst wenig Mikrofone brauchen, weil die Akustik sollte es erlauben und dass Sie auch wegweisende Entscheidungen für die Zukunft treffen werden können. Um Ihnen auch zu zeigen, dass es sehr konkret ist und schnell vorwärts geht. Sie haben oben ein Bild von der Ministerratstagung 2014 in Luxemburg. Da wurde Ariane 6 entschieden. Das ist ein Programm, wenn ich alles zusammenzähle, von 3,7 Milliarden Euro. Die Verträge für eine erste Phase wurden im August 2015 unterzeichnet für die Entwicklung der Rakete, aber Sie müssen natürlich auch den Launchpad entwickeln. Und wir haben diese Woche, und da muss ich sagen, ist es schön, einen Freitagabend jetzt etwas lockerer bei Ihnen sein zu können, haben wir die Verträge at completion unterzeichnet. Das heißt, diese Woche am Mittwoch haben wir die volle Vertragsunterzeichnung gehabt für die ganze Entwicklung von Ariane 6. Das heißt, die restlichen 1,6 Milliarden gibt ein Gesamtvolumen von 2,4 für die Trägerrakete und das Bodensegment sind 600 Millionen, da haben wir noch einen Vertrag unterschrieben von 422 Millionen. Geht um viel Geld, verpflichtet uns alle, verpflichtet die Industrie zuerst, verpflichtet aber auch die Teilnehmerstaaten, verpflichtet natürlich die Exekutive und verpflichtet uns, dass wir zurzeit und in den Kosten ein solches europäisches, ambitioniertes Programm auch liefern werden. Trotzdem möchten wir auch in Luzern noch etwas. Ich will es nicht übertreiben von der Trägerraketenseite in Luzern dieses Jahr, aber es ist klar, dass wir auch die Trägerraketen, die wir heute betreiben, in Betrieb halten müssen. Wir haben permanent bei jedem Flug sogenannte Obsolescence, das heißt, es gibt immer Sachen, die nicht funktionieren, die man anpassen muss. Da braucht es wieder Tests und wir müssen auch den Launch Range, also den Weltraumbahnhof, unterhalten. Dazu brauchen wir Entscheidungen in Luzern, zum einen, und zum anderen wollen wir die Zukunft vorbereiten und ich habe Ihnen ein paar Worte dazu erzählt. Aber kurzfristig möchte ich sagen, nächste Woche wird eine spannende Woche, weil nächste Woche sollten wir mit Ariane 5 ES, das ist eine Subvariante, ich spare jetzt die technischen Einzelheiten, sollten wir 4 Galileo-Satelliten starten. Jeder einzelne Satellit wiegt etwa rund 700 Kilo, etwas mehr. Das heißt, die Gesamtmasse ist bei 3 Tonnen. Das ist für Ariane 5 absolut unkritisch. Da schafft sie viel mehr. Was hingegen sehr challenging ist, ist die Missionsdauer. Die ganze Mission wird knapp 4 Stunden dauern, weil wir müssen die Satelliten genau in die richtigen Bahnen einschießen, was elementar ist für das gute Funktionieren von jedem Satellitennavigationssystem. Also haben wir hier sehr viel europäisches Material, das gleichzeitig gelauncht wird. Wir hatten eine Delta-Qualifikation, das heißt, es ist das erste Mal, dass Ariane 5 solche Satelliten in Orbit bringen wird. Das heißt, von meiner Seite werde ich sehr gespannt sein, weil damit alles rund geht beim Launcher. Mein Kollege, der in charge ist für die Navigation innerhalb der ESA, ist natürlich auch sehr gespannt. Das ist das erste Mal, dass wir 4 Galileo-Satelliten starten, die übrigens Schweizer Atomuhren an Bord haben, für die absolute Genauigkeit des Signals und der Laufzeitmessung. Und das wird eine spannende Sache. Also hier am nächsten Donnerstag, 14:06 Uhr, 48 Sekunden, und das muss auf die Sekunde geschossen werden, sonst schaffen wir die Injection in Orbit nicht. Fribourg Time habe ich geschrieben, bei mir wird es dann 10 Uhr morgens sein, weil ich werde dann in Kuro sitzen und wahrscheinlich etwas angespannter sein als jetzt. Also don't miss it. Last but not least, ich komme gleich zum Schluss, aber ich wollte noch etwas sagen.
zu der langfristigen Zukunft. Sie haben jetzt einiges gehört zu Forschung, zu Innovation, zur wirtschaftlichen Bedeutung. Am Schluss steht und fällt es mit der Bildungsdimension in unserer Jugend. Ein ganz wichtiger Aspekt, für den ich mich auch persönlich einsetze, dass man unserer Jugend erklärt, was wir eigentlich haben. Ich habe jetzt mein Smartphone dort hingelegt, aber meine 4-jährige Tochter nutzt das Smartphone schon geschickter als ich. Ich wünsche mir, dass sie aber dann mit 15 Jahren auch die richtigen Fragen stellt, warum sie ein Signal auf dem Bildschirm hat. Und das merkt man oft, dass immer weniger Fragen gestellt werden und wir wollen das fördern im Bereich der Naturwissenschaften, der exakten Wissenschaften, der Informatik, der Technik, dass wieder ein Grundverständnis für diese Disziplinen entsteht, weil es ist absolut zentral, um Erfolg zu haben. Das heißt aber auch, dass man Grundlagenforschung betreiben muss und ein Grundverständnis haben muss, wo wir uns eigentlich bewegen. Relativ trivial einem Kind zu sagen, dass die Sonne uns die Wärme und die Energie bringt, die uns auf der Erde das Leben ermöglicht. Das ist die kurze Antwort. Es gibt einiges mehr zu sagen und ich denke, unsere Jugend verdient es. Und sie verdienen auch zu verstehen, warum eigentlich 780 Tonnen Masse gebraucht werden, um 10 Tonnen in Orbit zu bringen. Ist nicht schlecht auf unserer blauen Kugel, aber ist nicht leicht wegzukommen. Denken Sie darüber nach. Also wenn Sie ein Flight-Ticket wollen, müssen Sie sich jetzt schon gut überlegen, wie Sie das hinkriegen wollen. Mais à la fin, ce que je souhaiterais dire, et je terminerai par ces propos, l'Europe spatiale a fait un choix. Elle a fait le choix de se donner les moyens d'un projet ambitieux à l'échelle continentale, avec Ariane 6 et Vega C. Je suis absolument convaincu que c'est le bon choix. C'est le bon choix en termes d'identité, et je vous ai montré, nous avons notre manière européenne de mener ce type de projet, et c'est bien. Il y a une notion d'excellence, et je pense que la fiabilité est un bon témoin pour cette excellence du travail fait par toutes ces femmes et hommes jour après jour. Il y a une dimension d'aventure humaine, et je parle de ces mêmes femmes et hommes qui travaillent pour un seul objectif, quelle que soit leur origine, quel que soit leur background, ils travaillent pour un objectif, vol de qualification en 2020. C'est l'objectif, c'est là-dessus qu'ils travaillent. Et quatrièmement, il y a une notion d'optimisation, et je pense que nous devons cela à nos contribuables. Nous devons sans arrêt poser la question, est-ce que nous sommes sur la bonne manière de permettre l'utilisation du spatial? Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire? Il y a beaucoup d'idées commerciales. Je suis aujourd'hui un représentant d'une agence spatiale. Je suis très fier de l'être, j'ai aussi mis la chemise, mais je pense que nous devons aussi nous remettre en cause, que nous devons réfléchir sur la manière dont nous conduisons des programmes spatiaux, aller plus vite sans perdre la qualité. Donc, dans ce sens-là, je vous remercie pour votre attention et je souhaite que vous soyez prêts pour votre futur. Nous, on le sera de notre côté. Merci beaucoup.